on va avoir la présentation de Mathieu Delcan. Mathieu Delcan du projet de Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne, qui va nous parler des synergies entre gestionnaires d'espaces protégés et scientifiques pour l'acquisition et la valorisation de données terrestres hautes résolutions, notamment par le LIDAR. Bonjour à tous. Effectivement, donc ce titre un peu long, tout simplement pour illustrer une opération de partenariat qui a été initiée donc depuis 2011 à peu près entre la Maison des sciences de l'homme, donc représentée ici par Ludovic Grangeon, ingénieur géomaticien dans la structure, et donc moi-même qui travaille au GIP du futur parc national des forêts de Champagne et Bourgogne. Donc nous sommes pas, comme son nom l'indique, pas encore un parc national. Donc je me suis permis de un tout petit peu de resituer le projet. Nous sommes ici, à cheval, comme son nom l'indique, à cheval entre deux régions, et on va rester à cheval entre deux régions, entre la Bourgogne, donc le Nord-Côte d'Or, et la Champagne-Ardenne, et donc le sud de la Haute-Marne, sur un projet donc dédié à la forêt feuille de plaine. C'est suite au Grenelle de l'environnement qui avait identifié le besoin de créer un parc national qui couvrirait des espaces forestiers de plaine. Donc en l'occurrence, on est sur un plateau calcaire, mais on est entre 200 et 500 mètres d'altitude. C'est un périmètre d'étude qui fait, en noir ici, qui fait 250 000 hectares aujourd'hui, pas loin des sources de la Seine, entre Seine et Saône, on va dire, entre les deux bassins versants, qui est très largement couvert par de la forêt. Et particularité, c'est cette forêt est aux 2 tiers publique, avec des grands massifs domaniaux. Et cette forêt, ici, vous avez en bas à droite le recouvrement entre en fait, en vert foncé, vous avez le recouvrement entre le couvert actuel et le couvert des forêts telles que représentées à l'état-major en 1830. Et en rouge, c'est les régressions, et en vert clair, c'est les accroissements. Donc plus de 80% de cette forêt était déjà présente il y a 2 siècles. Donc voilà, un espace forestier ancien et qui a toute son importance parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de travail du sol, et ce qui a permis notamment de préserver des vestiges archéologiques en sous-bois. Parce qu'effectivement, on est dans une région qui est assez riche historiquement. On a Langres, ici, qui a été une capitale dès l'époque celtique et gauloise, du domaine des Lingons. Ici, Vertot, qui est un tout petit village aujourd'hui, mais qui à l'époque romaine était une ville de plus de 10 000 habitants. J'ai remis, parce qu'on est vraiment pas très loin, le site d'Alésia, qui est ici. Et sur le projet de périmètre de parc, vous avez ici le site de Vix, qui peut parler à certains, qui parle surtout pour son vase de Vix, alors qui paye peut-être pas de mine ici, mais qui fait 1,64 m de haut, qui pèse plus de 200 kg, qui a 3000 ans, et qui est le plus grand vase de cet âge-là de bronze représenté là. Donc c'est vraiment un site important dans lequel il y a toujours aujourd'hui un programme collectif de recherche qui s'appelle Vix et son environnement. Donc il y a toujours le site de fouille sur Vix et des relevés, notamment GPS, dans le massif de Châtillon-sur-Seine, donc ce grand massif forestier qui est au sud de la ville, qui est donc la seule ville du territoire, qui fait 5000 habitants. On est dans un territoire hyper rural, on a 10 habitants kilomètre carré, mais malgré tout qui a une vocation très productive. Donc immédiatement le GIP, en se créant, a identifié cet enjeu archéologique très fort du projet de parc national. Comment on est arrivé au LIDAR, qui vous sera présenté et détaillé par Ludovic ensuite. Donc pour créer ce parc national, le GIP s'est constitué. Le GIP, ça regroupe plus de 200 personnes morales, donc un tiers État, un tiers collectivité locale, un tiers société civile. Et cette structure s'est également très rapidement dotée d'un conseil scientifique également. Et en marge de ce conseil scientifique, on a également animé, donc dès 2011, le GIP s'est créé en 2010, dès 2011, créé des groupes de travail sur des thématiques clés. Et donc parmi ces thématiques clés, le lien entre l'histoire de l'occupation des sols, l'histoire des usages et la biodiversité actuelle est ressorti comme un enjeu prioritaire au regard notamment de tout ce contexte riche du périmètre qui faisait du plateau de Langres, parce qu'on est sur le plateau de Langres concrètement, d'un carrefour géographique important et d'échanges. Donc ces groupes de travail regroupent des membres du conseil scientifique, des experts qui travaillent sur le territoire sans faire partie de ce conseil. Et parmi ces experts, donc la Maison des sciences de l'homme, qui est une unité de service et de recherche du CNRS et l'Université de Bourgogne, qui joue également le rôle de centre de recherche à caractère fédératif de l'Université de Bourgogne, qui regroupe 15 laboratoires de sciences humaines et sociales
de l'université de Bourgogne et qui partage une plateforme de géomatique entre donc l'université de Bourgogne et la Maison des sciences de l'homme et de l'environnement de Franche-Comté. Voilà. Et donc, ce groupe de travail a rapidement mis en avant vraiment l'importance du LIDAR pour pouvoir mieux connaître l'usage des sols au regard de ce contexte forestier. Pour faire un LIDAR, il y a deux blocages principaux. Le premier, c'est son coût. On est à 200 € de kilomètre carré, donc c'est quelque chose qui coûte très cher. Et grâce en fait à une opportunité avec Parcs Nationaux de France, qui est largement impliqué dans la création du projet de parc national, on a pu donc obtenir les financements pour faire une opération pilote emblématique, avec la vocation de pouvoir largement rediffuser vers le réseau ensuite des parcs, mais plus largement avec le réseau scientifique. Et le deuxième blocage qui avait été immédiatement mis en avant par les personnes qui avaient déjà travaillé sur le LIDAR, c'est que c'est une technologie qui suppose une très forte technicité et donc pour lequel il faut mettre en place des partenariats pour pouvoir vraiment suivre la bonne réalisation de l'acquisition, parce qu'il y a déjà eu des mauvaises surprises sur cet exemple-là. Donc cette opération LIDAR, vous avez ici le périmètre qui a été retenu, qui fait 380 km², donc à ma connaissance la plus grande acquisition LIDAR à visée archéologique en sous-bois de France. La forêt de Haye doit être qui était la pionnière, doit faire 110 km² de mémoire. Ce territoire a été retenu parce que largement forestier, avec la forêt domaniale de Châtillon, qui est la plus grande forêt domaniale de Bourgogne, qui fait près de 9000 hectares, et qui avait l'avantage donc d'avoir été préétudié dans le cadre du programme collectif de recherche. Donc ici en noir, en fait, vous avez un ensemble de vestiges qui avaient été relevés au GPS lors de campagnes qui ont été menées entre 1995 et 2005. Et les carrés blancs sont en fait des secteurs sur lesquels des équipes de recherche souhaitaient continuer à mener des recherches actives. Donc on a vraiment ajusté notre périmètre de façon à pouvoir s'inscrire dans des programmes de recherche actuels. Voilà. Donc, ce qui nous permettait de bénéficier, nous, en tant que GIP, d'également un recul de capacité d'interprétation du territoire et pas de tomber sur un territoire complètement vierge, et aussi de pouvoir comparer la plus-value de la technologie LIDAR avec des opérations d'acquisition au sol. Donc cette acquisition, elle a commencé dès le départ, dès le cahier des charges. Le partenariat, on a fait un partenariat pour définir le contenu technique. On s'est inspiré donc de toutes les opérations LIDAR à finalité archéologique qui ont été menées, et notamment les forestières, en se rapprochant donc de l'INRA Nancy, qui avait pas mal travaillé au nord, de la Maison des sciences de l'homme s'est rapproché également de ce qui s'était fait en Franche-Comté. On s'est également rapproché de l'ONF parce qu'il y a un volet d'hydrométrie qui est aussi important avec le LIDAR, de façon à définir conjointement un cahier des charges. Et depuis, je parle sous couvert de Ludovic, la Maison des sciences de l'homme de Dijon a approfondi et maintenant a une sorte de cahier des charges type, on va dire, pour les opérations d'archéologie en sous-bois, voilà, sur lequel il pourra davantage vous donner de détails. On a donc lancé dès fin 2011 un marché public, un suivi dans lequel donc le GIP a joué le rôle de coordination, donc le lien entre tous les acteurs, le suivi administratif et financier en lien avec Parcs Nationaux de France. Et évidemment sur les aspects techniques, on était un peu démunis parce que vous allez voir que c'est quelque chose d'une acquisition qui est assez lourde et techniquement et en termes de compréhension. Donc on a immédiatement mis en place un partenariat avec une convention cadre puis une convention particulière avec la Maison des sciences de l'homme de Dijon pour le suivi technique, qui a été réalisé à titre gratuit en échange à un accès pérenne donné aux chercheurs de la plateforme de la Maison des sciences de l'homme. Cet accès n'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'on peut aussi tout à fait donner accès à données à d'autres chercheurs qui seraient intéressés pour travailler sur ces données. Et on a impliqué les archéologues tout au long. Donc vous avez vu que le périmètre en lui-même déjà avait été choisi en lien avec les archéologues qui travaillaient de façon concrète sur le périmètre. Et ils ont également été impliqués à plusieurs reprises. On les a fait se déplacer, on leur a payé le déplacement au niveau du prestataire pour aider à la classification. Ils ont également intervenu au moment des phases de test sur le terrain pour vérifier que l'acquisition était de bonne qualité. Acquisition suite dont je vais laisser Ludovic vous présenter. Oui, donc alors un petit mot quand même pour ce qu'est le LIDAR, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait, il s'agit d'un laser qui est intégré dans un vecteur aérien, donc un hélicoptère, un avion, éventuellement un drone, et qui va donc lancer un faisceau laser. Et à chaque fois qu'on va toucher un obstacle, on va récupérer de l'information. C'est ce qu'on va appeler un écho. Chacun de ces échos va avoir des coordonnées X, Y, Z.
Et donc, on va obtenir finalement un nuage de points tridimensionnel. Et c'est ce que j'ai en haut sur la diapositive, là où vous voyez des arbres. Donc, c'est un profil dans ce nuage de points. Et voilà, donc l'ensemble du nuage de points est sous cette forme. L'étape suivante, ça va être de classer ce nuage de points à minima entre ce qui est du sol et ce qui n'est pas du sol. Mais on peut également avoir une classification sur de la végétation, du bâti ou d'autres éléments. Et dans notre contexte de détection de structures archéologiques, on s'intéresse au sol, mais également à ce qui est un petit peu au-dessus du sol, parce que finalement, un tas de cailloux qui a été mis là par des hommes, ça fait pas strictement partie du sol. Donc, nous, on va avoir besoin de filtres un petit peu particuliers qui va nous permettre de conserver cette information. Et donc, le passage au premier profil que vous voyez en haut, au deuxième profil qui correspond uniquement au point du sol, se fait à partir d'une classification très spécifique. Donc, ces éléments-là sont en général faits par le prestataire privé qui fait l'acquisition. Il faut quand même être conscient que là, on souhaite obtenir des données qui sont au moins précises à 10 cm en altitude. Donc, c'est quelque chose de très précis. Et du coup, il est fortement nécessaire de vérifier que cette qualité-là est présente, en particulier quand on va avoir besoin d'utiliser ces données dans le domaine scientifique. Donc ici, on va avoir trois types de contrôles. Tout d'abord, sur cette classification, est-ce qu'elle convient aux besoins qu'on avait intégrés dans le cahier des charges ? Ensuite, sur les densités, vous avez ici une carte de densité. On va vérifier que le nombre de points qui arrivent au sol correspond à ce qu'on a demandé dans le cahier des charges. C'est ce qui va déterminer ensuite la qualité de notre modèle numérique de terrain. Et puis évidemment, des contraintes d'intégrité, savoir si les fichiers et toutes les données fonctionnent, est-ce qu'elles s'ouvrent ou pas. Et ce qu'il faut être conscient, c'est que sur une donnée, Mathieu l'a dit, une surface de 380 km², on a environ 13 000 fichiers, 1 Tera de données, et ça correspond à environ 8 milliards de points. Donc c'est des données très lourdes qu'il faut pouvoir traiter et qui demandent du temps de calcul et de l'automatisation de vérification. Alors, on a la chance sur ce territoire d'avoir effectivement des relevés GPS qui datent de plus de 15 ans et donc un référentiel qu'on appelait standardisé de terrain qui a été mis en place par les archéologues et qui décrit l'ensemble des structures qui sont recherchées. Donc vous avez le modèle sur la partie gauche et à quoi ça correspond dans la forêt. Alors vous voyez, en gros, c'est des tas de cailloux qui sont plus ou moins structurés. Et donc ça, c'est très intéressant pour nous, notamment pour la vérification des structures que l'on voit à partir du LIDAR. Alors ce LIDAR, ce nuage de points classé, on va générer un modèle numérique de terrain que vous avez sur la gauche et puis sur ce modèle numérique de terrain, en fait, on voit pas grand-chose. Donc on va travailler sur différents indices possibles pour pouvoir visualiser ces structures archéologiques. Donc j'en ai mis 6, donc ça va être tout ce qui tourne autour des ombrages, des indices de pente et puis après des indices qui sont sur la part visible du ciel, donc Skyview Factor, ouverture topographique positive et négative, et qui vont nous permettre de visualiser ces structures archéologiques et pas toujours de la même manière. Donc il va falloir balayer un peu les différents indices. Et donc ensuite, ce qui a été fait, c'est que justement, on a essayé d'avoir le pendant du référentiel terrain avec un référentiel qu'on pourrait appeler issu pour les données LIDAR. Donc c'est ce que vous avez ici en haut, où on va pouvoir déterminer à partir de différents indices, retrouver nos différentes structures archéologiques qu'on recherchait. Et donc là, ce qu'on avait mis en évidence, c'est qu'avec deux indices, toujours les mêmes, l'indice de pente d'un côté et puis une ouverture topographique, qu'elle soit positive ou négative, on arrive à retrouver l'ensemble des structures qu'on recherche avec, si on le souhaite, la possibilité de faire des profils de ces structures pour vérifier qu'on est bien sur le bon type de données. À partir de ce référentiel, on va pouvoir saisir nos informations à l'aide d'un système d'information géographique et on va intégrer ça dans une base de données structurée qui va nous permettre de déterminer l'ensemble des caractéristiques de notre structure. Alors cette saisie, elle se fait en deux étapes. Une première, à partir du système d'information géographique et nécessairement un retour sur le terrain pour interpréter ces structures et également les dater. Et je laisse la parole à Mathieu. Donc vous avez vu
D'accord. Sur le partenariat, donc ce partenariat s'est prolongé effectivement, donc y compris sur la valorisation de ce données LIDAR. Aujourd'hui, on est en train de finaliser une convention de partenariat pluriannuelle qui prend le nom d'acronyme Projet Désir pour obtenir également des subventions pour l'analyse des paysages anciens et l'évolution des paysages récents. Dans ce partenariat, s'il est tripartite entre la Maison des sciences de l'homme de Dijon, qui permet qui lui peut développer des technologies d'acquisition et de traitement des données terrestres, et en contrepartie fournit un investissement et une machine. Vous avez vu la lourdeur des données. Il y a le laboratoire d'archéologie de l'Université de Bourgogne qui va bénéficier de l'appui de la MSH pour pouvoir analyser les données et qui en échange met à disposition les données de la recherche une fois qu'elles sont valorisées, bien sûr, dans tout le respect de la donnée de recherche, et va publier. Le parc national lui bénéficie d'un accès aux données, également de supports de communication dédiés pour communiquer sur la richesse archéologique. En échange, apporte un soutien financier et fait des liens vers le territoire, notamment sur les aspects pris en compte de l'archéologie dans la gestion forestière, de son périmètre. Et évidemment, aujourd'hui, on n'est que GIP. Le GIP est là pour créer le parc national et sa finalité première. L'horizon de création, c'est 2017, et on espère bien qu'à cet horizon de création, on puisse également apporter de l'aide sur le terrain et également faire une extension de la couverture LIDAR. Pour faire un écho à la journée d'hier, on a notamment une création d'une réserve intégrale, donc un espace en libre évolution de plus de 3000 hectares en forêt dans une Étréchénais, donc qu'on aimerait bien pouvoir couvrir, et à plus large horizon le cœur. Je finis, voilà, diapositive de fin. Un aperçu des premiers résultats aujourd'hui. La cartographie, vous avez sur cette carte-là en noir ce qui était connu par les GPS. En rouge, c'est en un an, donc en un an de valorisation de travail par les chercheurs. C'est tout le linéaire qui a été déjà, linéaire et tertre qui ont été détectés par les chercheurs, qui sont remontés dans la base. Donc on est passé de 205 km à plus de 1190 km de murets, tertres et autres ensembles. Les espaces vides ne sont pas forcément vides en tant que tels, ils n'ont peut-être pas encore été étudiés, mais voilà, une vraie plus-value, et on espère donc, notamment cette année, avoir beaucoup d'éléments de communication pour sensibiliser et communiquer vers tous les publics, scientifiquement et grand public, sur la richesse de cet outil. Je me permets juste une image de fin, voilà. Là, c'est la photo aérienne. Ici, c'est ce qu'on voit, c'est une image LIDAR en dessous, où vous voyez voilà, les murets, des lignes de tertre, des secteurs de terre, des habitats. C'est le genre d'image pour vous permettre un deuxième endroit avec une voie romaine et un ensemble parcellaire gallo-romain. Voilà, donc pour puissiez avoir un aperçu de type d'image qu'on obtient avec le LIDAR et de genre de communication qu'on peut envisager derrière, assez riche. Et j'aurais pu tout à fait vous faire un même exposé sur la dendrométrie, parce qu'on peut évidemment étudier les peuplements supérieurs. Donc on a aussi une collaboration avec l'ONF, voilà, qu'on a anticipé dès l'acquisition, pour pouvoir faire des modèles de hauteur, de densité, de volume. Donc voilà, vraiment un outil qu'on ne regrette pas et qu'on espère, voilà, mais vraiment un partenariat indispensable, parce que le parc tout seul n'aurait pas pu y arriver. Et on a quand même, je pense, bien accéléré aussi la dynamique de recherche sur le territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathieu et Ludovic pour cette présentation. D'abord de la très haute technologie qui va faire baver la plupart des parcs et aires protégées qui connaissent pas encore cet outil, qui vont certainement avoir envie de l'utiliser. Et puis aussi l'intérêt aussi de dire qu'on peut travailler sur la nature et la culture avec finalement le même investissement. C'est très intéressant.